Bonjour, vous êtes bien sur Sonar et nous sommes toujours en Tchécoslovaquie. Dernièrement, nous avons vu que la récente invasion du pays par les forces du pacte de Varsovie a eu raison du printemps de Prague. Les réformes du socialisme à visage humain ont été abandonnées et tous ceux qui en étaient à l'origine, dont Alexander Dubček, ont été écartés du pouvoir. De leur côté, les artistes sont eux de nouveau soumis à la censure. Il n'est plus question maintenant de chanter la liberté et l'amour. En effet, sous la pression de l'Union soviétique, la Tchécoslovaquie réadopte une politique autoritaire sur le modèle du stalinisme. Toute tentative de contestation est donc désormais sévèrement réprimée. C'est la normalisation. Mais alors que le peuple accepte impuissant ce sort qui lui est imposé, un jeune homme refuse de se soumettre. Ce jeune homme s'appelle Jan Palach. My friend, I do anything. Shine no shoes and everything. Usually your blues make land with you. Take you under my wing. C'était Anything des Animals, repris par le plus grand groupe psychédélique tchèque, les Primitives. Comme le chanteur, Jan Palach est prêt à tout pour défendre ce qu'il aime, en l'occurrence ici, la liberté. En 1968, lors du printemps de Prague et de la répression qui a suivi, il a 20 ans et étudie la philosophie et l'histoire. C'est un étudiant normal et même plutôt banal. Pourtant, au début de l'année suivante, plus précisément le 16 janvier, Jan Palach va commettre un geste véritablement extraordinaire. Ce jour-là, il se rend sur la place Venceslas, la plus grande place de Prague. Il est 15h et il y a foule, les gens sortent du travail. C'est à ce moment qu'il s'asperge d'essence et s'immole. On devine la stupéfaction dans le regard des passants. Un employé du tramway a malgré tout le réflexe de se précipiter sur lui et d'étouffer les flammes à l'aide de son manteau. Tout d'un coup, j'ai vu un homme qui courait, couvert de flammes des pieds à la tête. Je croyais que c'était un accident, vous savez. Donc il courait comme ça, il criait « Jetez un manteau sur moi !» Palach survit et est emmené d'urgence à l'hôpital le plus proche. Il est dans un état critique. Ses blessures sont très graves. L'étendue de ces blessures couvrait plus de 80% de la surface corporelle, avec des complications pulmonaires. Cependant, malgré la douleur, il est pleinement conscient et peut s'entretenir avec ses proches et les journalistes qui lui rendent visite. Il ne se plaint pas et préfère économiser ses forces pour les interroger sur les conséquences de son acte. Par chance, ses dernières paroles ont été enregistrées. Pourquoi tu t'es fait ça ? Je voulais m'exprimer librement pour réveiller les gens. Tu voulais réveiller les gens et t'exprimer sur ce qui se passe en ce moment ? Oui. Et comment ? Par auto-immolation. Par auto-immolation ? C'est très douloureux ? Pas mal, oui. Qu'est-ce que tu dis ? On ne doit combattre que le mal auquel on peut faire face. Mais apparemment, ça ne marche pas encore. Jan Palach ne vivra malheureusement pas assez longtemps pour voir les conséquences de son acte. Le 19 janvier 1969, il meurt après 3 jours de calvaire. Dans une lettre posthume, on apprend que son geste s'inscrit dans un projet collectif. En effet, il appartenait à un groupe d'étudiants ayant décidé d'avoir recours à l'auto-immolation pour protester contre la répression. Jan Palach avait été tiré au sort pour être le premier, la torche numéro 1, pour reprendre l'expression avec laquelle il signe sa lettre. Dans cette lettre, il précise que d'autres jeunes s'immoleront bientôt si le peuple tchécoslovaque ne se mobilise pas, et surtout si aucune mesure n'est prise pour abolir la censure et interdire Splavy, le journal de propagande de l'occupant soviétique. Peu avant de mourir, Jan Palach suppliera néanmoins ses camarades de ne pas poursuivre leur projet.
Ils l'écoutent et y renoncent. D'autres décideront quand même de suivre son exemple et on dénombrera finalement près d'une trentaine de tentatives d'immolation dans les mois qui suivirent. Les funérailles de Jan Palach rassemblent plus d'une centaine de milliers de personnes à Prague. L'émotion est forte et chacun se sent coupable de la mort de ce jeune homme. Progressivement, la procession se transforme en manifestation silencieuse contre le durcissement du régime. La police ne peut pas intervenir. Face à ce sursaut des consciences, le Parti communiste tente de discréditer le jeune martyr et d'effacer le souvenir de son sacrifice. Mais le peuple tchécoslovaque ne l'oubliera pas. Le temps venu, il se souviendra que certaines causes méritent qu'on se batte et meure pour elles. Et le temps viendra, car les temps changent, inéluctablement. Sem pojďte blíž lidé, dny i týdny jdou a mraky se toulají a vlny se dmou a spustí se déšť na 40 dní. Prší a záchrany není, musíš plavat nebo skončíš jak těžký kamení. Každý ví, časy se mění. Jsi básník a píšeš o tajemství snů a vidíš tak dál až do konce dnů. Bydlíš v propasti slov a na poušti věd. Znáš podstatu lidského dění. Jednou si ztracen, zítra patří ti svět. Každý ví, časy se mění. C'est en 1970, en pleine normalisation, que la célèbre protest song de Bob Dylan est reprise par le groupe Golden Kids. Plus tard, la chanteuse du groupe, Marta Kubisova, dont nous avons déjà parlé ici, est obligée d'arrêter de jouer. Le gouvernement l'accuse d'avoir posé pour des photographies pornographiques. Elle continuera cependant de se produire dans les milieux underground malgré le danger. C'est autour des rares groupes qui refusent comme elle de se soumettre à l'autorité que se construit une communauté de dissidents. Personne ne le sait encore, mais c'est grâce à ces musiciens, et particulièrement au groupe des Plastic People of the Universe, que le cours de l'histoire est sur le point de changer. En 1968, moins d'un mois après l'invasion de la Tchécoslovaquie, les Plastic People of the Universe sont créés à l'initiative du bassiste Milan Lavsa et de Ivan Yirous et Josef Janizek, respectivement l'ancien directeur artistique et guitariste des Primitives. Contrairement aux autres groupes tchécoslovaques, les Plastic People tirent leur inspiration de groupes déjà jugés subversifs dans leur pays d'origine, comme les Fugs, le Velvet Underground ou encore les Mothers of Inventions de Frank Zappa, dont une de leurs chansons est d'ailleurs à l'origine de leur nom. Comme eux, les Plastic People jouent une musique à la croisée du jazz et du punk. Les compositions musicales sont expérimentales, libres et parfois même dissonantes, à l'image par exemple de Black Angels of Death, le morceau le plus avant-garde du premier album du Velvet Underground. Myriad choices of his fate set themselves out upon a plate for him to choose. What had he to lose? Not a ghost bloody country all covered with sleep, where the black angel did weep. Not an old city street in the east. Gone to choose. Le violon électrique de John Cale accompagne les paroles à la fois poétiques et tragiques de Lou Reed. On est très loin des canons officiels du Parti communiste qui voudrait que la musique soit toujours mélodieuse, claire et fidèle à son idéologie. Ici, comme dans d'autres morceaux du Velvet, la musique exprime pleinement le chaos de la vie moderne ou, au contraire, son insupportable monotonie. Shining brightly red-rimmed and red-lined with the time of fused with the choice of the mind on ice skate-scraping chunks from the bills. Les Plastic People sont conquis par ce rock décapant et sans concession. Pour interpréter leurs morceaux préférés, ils sont rejoints par Paul Wilson, un jeune traducteur d'origine canadienne en séjour à Prague. Il devient alors le chanteur du groupe et apprend à ses partenaires les rudiments de la langue anglaise. Suffisamment en tout cas
pour comprendre et s'approprier les paroles de leurs tubes préférés. Mais l'influence du rock américain ne se limite pas seulement à la musique. Pour leur représentation, les Plastic People s'inspirent même des Exploding Plastic Inevitable, les performances organisées par Andy Warhol et pour lesquelles joue le Velvet Underground. Comme leur modèle, leurs concerts sont de véritables happenings mêlant effets pyrotechniques, maquillage, jeux de lumière et artifices en tout genre. Des raves avant l'heure en somme. La liberté dont font preuve les groupes de rock'n'roll américains tout au long des années 60 imprègne jusqu'à la moelle les Plastic People. Ce n'est donc pas étonnant après tout cela qu'à partir de la normalisation, le Parti communiste tchécoslovaque impose de nouvelles conditions aux musiciens pour pouvoir tout simplement continuer à jouer. Certains, comme le célèbre groupe Olympic, acceptent de sacrifier leur intégrité pour rester dans les circuits officiels. Les Plastic People, eux, refusent catégoriquement ce chantage. Les autorités voulaient qu'ils changent de nom, d'apparence et de répertoire. C'est absolument hors de question pour ces rockers biberonnés à Lou Reed et Frank Zappa. Ils perdent donc leur licence professionnelle, ne sont plus autorisés à être rémunérés pour leurs performances, perdent même leurs instruments et n'ont plus accès aux espaces de répétition. À ce moment, ils hésitent alors à quitter le pays. C'est leur manager, Ivan Yirous, qui les convainc de rester et de résister. Mais les années passent et leurs concerts sont de plus en plus régulièrement interrompus. À partir de 1972, ils sont même contraints de quitter Prague pour fuir la censure. Il est inutile maintenant de prétendre jouer lors de mariages ou de fêtes d'anniversaire par exemple. Les Plastic People doivent partir pour la campagne bohémienne. Là, ils peuvent jouer dans le plus grand secret lors de concerts organisés dans des villages, des granges ou d'autres lieux encore plus insolites. Tous ceux qui y participent finissent par fonder une communauté, soudée par la musique et un même désir de liberté. Après tout, ils ont les mêmes valeurs et subissent les mêmes persécutions. Tout en restant relativement restreintes, ces communautés s'élargissent grâce aux bouche à oreille et à la diffusion des enregistrements pirates et des diverses revues interdites, les fameux samizdat. C'est grâce à cet esprit de cohésion et de solidarité que les Plastic People, depuis rejoints par d'autres musiciens, continuent de jouer. Ils prennent même la décision à ce moment de ne plus jouer que leurs propres chansons. C'est Milan Lavsa, le bassiste et fondateur du groupe, qui les écrit. C'est également à ce moment que le groupe se rapproche du poète surréaliste tchèque Egon Bondy. Ils adapteront plus tard plusieurs de ses poèmes comme avec Toxica, sorti en 1974. On écoute. Ale je to komické. Piju pivo, žeru prášky, stejně sotva usnout smím. Ráno prodám prázdný flašky, Juliety Helfnestein. À l'image de ce morceau traitant de la consommation de drogue, toute la musique des Plastic People est apolitique. Ils ne veulent faire que de la musique. Ils ne parlent jamais des chars soviétiques ou de la censure, mais plutôt de sujets simples, voire même carrément triviaux, comme les insomnies ou la constipation. Pour le gouvernement, l'intérêt de ces rockers pour la vie quotidienne est un signe très inquiétant de décadence et de perversion. Leurs chansons sont même dangereuses puisque maintenant elles sont en tchèque et donc compréhensibles par tous. En plus, elles sont basées sur les œuvres d'auteurs interdits de publication officielle. Les autorités renforcent donc les actions de répression pour arrêter les Plastic People et tous ceux qui voudraient les suivre. L'une de ces actions marquera tout particulièrement les esprits. Il s'agit de celle de mars 1974 lors d'un concert à Rudolfov, un petit village situé à 120 km au nord-est de Prague où devaient jouer les Plastic People. À cette occasion, des centaines de fans sont brutalement interpellés et renvoyés de force à Prague. Certains sont même rasés et virés de leurs écoles.
Cet événement portera le nom de massacre de Budějovice, du nom de la région dans laquelle se sont déroulés les faits. En réponse à cette violence, Ivan Iros organise 2 ans plus tard, en mars 1976, le second festival de la seconde culture. Ce festival est aussi appelé le mariage de Magor. Magor signifiant fou en tchèque et étant le surnom d'Ivan Iros qui se marie à ce moment avec sa deuxième femme, Juliana. Mais les festivités sont de courte durée. La police intervient de nouveau et cette fois, elle arrête et traîne en justice les Plastic People et les DG307, un autre groupe majeur de l'underground tchèque. Les procès s'annoncent tout aussi injustes que ceux des années 50. Avec cette opération coup de poing, les autorités veulent définitivement réduire au silence les mouvements underground. Or, c'est le contraire qui se produit. Grâce à l'action de Václav Havel, l'affaire prend des proportions gigantesques. Une semaine plus tôt, les Plastic People rencontraient Václav Havel. Débarrassé de ses addictions et de sa dépression, il est depuis 2 ans le leader informel de l'opposition en Tchécoslovaquie. En 1975, il dénonçait même déjà la politique de normalisation dans une lettre ouverte adressée à ni plus ni moins que Gustav Husak lui-même, le successeur d'Alexander Dubček. Ses positions politiques et son statut de dramaturge ont fait de lui une figure unique et reconnue même au-delà du mur. Lorsque les Plastic People sont en procès, Václav Havel est profondément choqué. Pour la première fois, l'État s'attaque à des gens normaux qui n'avaient rien demandé. Ils n'avaient pas de passé politique et ne voulaient, pour citer Havel, que vivre dans la vérité. Il leur vient donc en aide et, grâce à son influence, il mobilise des artistes, des intellectuels, des catholiques et même des anciens du parti. L'affaire rencontre alors un écho inattendu dans certains médias occidentaux et toute la Tchécoslovaquie prend soudain connaissance de l'existence de la culture underground. Le gouvernement se retrouve alors contraint de relâcher les musiciens. Mais malheureusement, la victoire n'est pas totale. Le 21 septembre 1976, 4 d'entre eux sont condamnés pour trouble à l'ordre public. Ivan Iros et Vratislav Brabenec des Plastic People et 2 autres musiciens des DG307 écopent de peines de prison ferme allant de 8 à 18 mois. Mais Václav Havel ne les abandonne pas. Avec tous ses collaborateurs, il crée la Charte 77. La Charte 77 ne se présente pas comme une organisation politique, mais comme une communauté informelle, libre et ouverte d'hommes et de femmes de professions, de confessions et de convictions diverses. Ensemble, ils s'emploient individuellement et collectivement à faire respecter les droits de l'homme et du citoyen, tels qu'ils sont inscrits dans la Constitution de la Tchécoslovaquie et dans les accords d'Helsinki, ratifiés par le pays en 1975. 242 personnes signent cette charte. Parmi eux, on compte d'anciens politiques comme Jiří Hájek, le ministre des Affaires étrangères sous le printemps de Prague, des artistes comme la célèbre chanteuse Marta Kubisová, des écrivains aussi comme Pavel Kohout et Ludvík Vaculík, qui se battaient déjà 10 ans plus tôt pour les droits de l'homme lors du 4e congrès des écrivains tchécoslovaques. Il y a également des sportifs, des prêtres, des journalistes, des philosophes, des citoyens lambda, etc. La Charte 77 a également chaque année 3 porte-paroles. Le premier trio est composé de Václav Havel, le philosophe Jan Patočka et Jiří Hájek. De par sa structure et sa vocation, la Charte 77 reçoit immédiatement un soutien international. Avec elle, Václav Havel réussit l'exploit d'imposer une force d'opposition dans la vie politique tchécoslovaque, pourtant monopolisée par le Parti communiste. Pour les autorités,
ce coup de force est une provocation. Et par conséquent, le contenu de la charte, bien que diffusé à l'étranger, est immédiatement censuré en Tchécoslovaquie. Et les signataires, considérés comme des renégats ou des laquais de l'impérialisme américain, sont persécutés. Licenciements, refus de scolarisation de leurs enfants, suspension de permis de conduire, exil forcé et même incarcération. La première victime de cette nouvelle répression est le philosophe Jan Patokka, un des 3 porte-paroles de la charte. Le 13 mars 1977, il meurt des suites d'une hémorragie cérébrale. Les derniers mois de sa vie auront été marqués par les nombreux interrogatoires du gouvernement. On dit même que le jour de son enterrement, les autorités ont donné l'ordre aux fleuristes de fermer leurs boutiques pour empêcher tout hommage au philosophe. Paul Wilson est également persécuté par la STB et, suite à de nombreux interrogatoires, il est expulsé du pays. De retour au Canada, il devient journaliste et en profite pour donner plus de visibilité aux événements que traverse actuellement la Tchécoslovaquie. Il traduit également les nombreux ouvrages et pièces de théâtre de Václav Havel. Václav Havel, d'ailleurs, est lui aussi harcelé et, seulement quelques jours après la publication de la charte, il est jeté en prison pour tentative de subversion. Lors de ses interrogatoires, les policiers le gavent de médicaments. Il finit par craquer et on lui fait écrire une lettre au procureur de la République stipulant qu'il renonce pour toujours à la politique. Il passera 3 fois en prison et y restera au total 5 ans de 1977 à 1989. Pendant ce temps, il ne se résigne pas. Au contraire, l'écriture lui permet de continuer ses activités de résistant. 2 œuvres émergeront de ces années en prison. L'essai politique « Le pouvoir des sans-pouvoirs » en 1978 et l'œuvre à la fois intime et philosophique des Lettres à Olga, sa femme. Ces écrits circulent rapidement dans les revues clandestines où l'on retrouve aussi la Charte 77 et les différents documents créés par ses signataires pour penser la société de demain. Alors que la politique de normalisation et de répression du pouvoir s'intensifie, les écrits de Václav Havel et la musique des Plastic People maintiennent en vie l'espoir de voir un jour naître une démocratie en Tchécoslovaquie. Člověk ze zoufalství snadno pomate se. Muchomůrky bílé budu sbírat v lese. Muchomůrky bílé, bělejší než sněhy, s nimi k ukojení své potřeby něhy. C'était Sonar pour le 2e épisode d'Il était une fois en Tchécoslovaquie. Si cette histoire vous intéresse, je vous invite à me suivre sur Facebook ou sur Instagram. J'y publierai régulièrement les listes de musique utilisées, des archives ou même tout simplement des articles. Et puis, comme ça, on pourra peut-être échanger sur tel ou tel groupe de musique. Voilà, en tout cas, je vous remercie et vous dis à très bientôt pour le prochain et dernier épisode de cette série. Prenez soin de vous, écoutez de la musique. Ciao!